Bonsoir. Alors, cette émission de Studio Lacan va être entièrement consacrée à la Chine, au rêve chinois, le rêve que nous avons de la Chine, voire parfois le cauchemar, le rêve aussi que les Chinois ont vis-à-vis du reste du monde. Il sera aussi question de la passion que Lacan a portée à la langue chinoise. Et donc, nous allons explorer toutes ces dimensions dans cette émission. Bonsoir Michel Goede. Pour Un divan dans le monde, nous vous avons invité ce soir parce que vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Eulenspiegel et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, je donne le titre, La Révolution n'est pas finie. Alors aujourd'hui, c'est pour le numéro 6 de la revue Eulenspiegel que nous vous invitons pour savoir un peu comment peut-on parler de la Chine. Cette Chine immense, multiple, pas si éternelle, que cela est en pleine évolution. Il y a beaucoup de Chinois dans le monde et surtout beaucoup de Chinois mondialisés. Alors, Michel Goede, dites-nous de quelle façon peut-on parler de la Chine, sachant que votre revue pose et répond à cette question, puisque ce n'est pas à la façon de François Julien, mais à la façon de Jean-François Billetter que cette revue, qui comporte plusieurs articles sur la Chine, a choisi de traiter des particularités. Voilà. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ni Julien ni Billetter, pouvez-vous nous dire simplement en quelques mots qu'est-ce qui les oppose comme approche pour parler de la Chine? Alors d'abord, bonjour, merci de cette invitation. D'une certaine manière, rêve chinois, c'est amusant parce qu'au fond, certains auteurs le disent d'ailleurs dans la revue, aujourd'hui la Chine ne fait pas vraiment rêver, elle fait plutôt un peu peur. Et pour l'aborder, effectivement, c'est amusant, il y a un des auteurs, Kutzner, qui parle d'un tableau réalisé par une peintre lors d'un voyage en Chine, et qui fait référence, qui s'appuie sur Julien. Julien, il a développé vraiment de très très beaux livres sur la Chine et sur la pensée chinoise. Sa position, c'est que la Chine est vraiment un autre monde, c'est un monde totalement étranger au nôtre, et que plus on se rapproche de la Chine, plus on la connaît, plus on pénètre sa pensée millénaire, plus on a un regard extérieur sur nous-mêmes, utile pour nous comprendre, nous. Autrement dit, il va à Pékin pour relire Jérusalem, Athènes et le monde occidental. Et donc, il a tendance à insister sur le caractère très extérieur, très étranger, très lointain de la pensée chinoise et de la culture chinoise. Et Billetter, qui est un autre sinologue suisse, lui, conteste cela. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Contre Julien. Il dit qu'en fait, si on aborde les problèmes de manière générale et qu'on regarde comment la Chine et comment l'Occident les pense, on est dans une étude comparative qui fait apparaître, bien entendu, un certain nombre de différences, mais aussi des approches complémentaires
des différents sujets, qu'il s'agisse de philosophie, de culture, de politique. Donc, il part de l'universalité de l'homme pour examiner et comparer la Chine et l'Occident, tandis que Julien pose plutôt une sorte d'extériorité radicale, absolue, de deux pensées qui ne pourraient jamais se retrouver. Je caricature évidemment les deux positions, mais c'est un peu ces deux aspects. Et dans le numéro, à part peut-être ce texte de Kutzner qui s'appuie beaucoup sur Julien, on serait plutôt, au fond, de manière pas décidée, hein, ça n'a pas été le résultat d'une réunion de rédaction, mais quand on met tous les articles bout à bout, on est plutôt dans une vision à la Bioterre, c'est-à-dire on regarde la Chine d'aujourd'hui comme une puissance d'aujourd'hui, avec bien entendu sa culture, ses traditions, sa manière d'aborder les choses, mais comme un des acteurs de la géostratégie et des relations internationales actuelles. Alors Michel, le titre de votre éditorial dans ce numéro du L'Unspiegel est tiré d'une maxime maoïste, le 1 divise le 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix ? Oui, d'abord, c'est un clin d'œil, parce que plusieurs d'entre nous ont été, dans les années 70, des maoïstes. C'était une époque où la seule manière de dire non au monde tel qu'il était, c'était le marxisme, pratiquement la seule. Et comme l'Union soviétique n'était pas spécialement attrayante, beaucoup se sont tournés vers des alternatives, disons, à la gauche de l'Union soviétique, et la Chine était une de ces options. D'autres ont été trotskistes ou castristes. Voilà. Donc, j'ai eu ma période maoïste, et effectivement, Mao a écrit des textes théoriques. En 1937, il a écrit un texte qui s'appelle « De la contradiction », et dont l'idée centrale, c'est que pour comprendre les phénomènes, il faut les penser comme des contradictions et examiner les termes qui se contredisent au sein de ces phénomènes. Et donc, il faut appliquer la maxime « 1 se divise en 2 ». Il faut dire que dans la tradition marxiste de ces années-là, Staline a écrit une sorte de manuel du matérialisme historique et dialectique, inspiré bien sûr par les travaux de Marx, de Engels et les travaux philosophiques de Lénine. Et il en a fait une sorte de manuel, c'est-à-dire, enfin, il a dogmatisé les choses. Il a dit la pensée marxiste est une pensée scientifique, voilà comment il faut opérer, A, B, C. Et il a fait une sorte de manuel. Et Mao, dans les années 30, a lui aussi écrit sur l'importance de la pratique et de l'expérience pour que les idées importantes se dégagent, et puis sur la contradiction. Mais d'une certaine manière, il n'a pas du tout transformé les choses en manuel. L'idée du petit livre rouge est trompeuse à cet égard. Il a au contraire essayé de marier, sans le dire vraiment, la dialectique marxiste avec la vieille dialectique chinoise, avec la pensée chinoise, avec la pensée taoïste. Et il a produit une pensée qui est plus subtile et plus, et je dirais, plus porteuse. Et donc, c'était amusant de revenir sur cette pensée. Là, on a un problème de connexion. Voilà, on s'est retrouvés. De revenir sur cette pensée et, entre autres, de voir que ce principe s'appliquait assez bien à la situation actuelle de la Chine et à la structure du numéro telle qu'elle se dégageait. Les articles sont arrivés peu à peu aux gens qui nous paraissaient importants et qui connaissaient bien la Chine. Oui. Et quand on a vu les articles arriver, cette idée du 1 se divise en 2 s'applique assez bien. Donc c'est à la fois un clin d'œil et une manière de synthétiser un des aspects importants du numéro. Oui, justement, chaque article de la revue part c'est ce qui nous a beaucoup frappé à la lecture, part d'un point de vue personnel, presque un rapport intime avec la question que les auteurs traitent. Certains font part d'une expérience, d'un voyage. Il y en a un qui fait le tour de Chine avec un film de Godard et qui raconte ça, son épopée. Il y a une personne qui travaille dans le développement durable et qui explique comme ça quelle est son expérience.
Et il y a 3 articles, dont le vôtre, Michel Goede, qui ont été écrits en tant qu'ancien maoïste. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui du maoïsme? Que nous dit la revue là-dessus? Vous dites dans votre article « Je reste l'élève de l'instituteur » de Yeman, je crois que c'est Yehan. Voilà. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui. Pendant la Révolution culturelle, et a écrit plusieurs de ces textes justement dont nous parlions il y a un instant, ces textes philosophiques. Là, je peux vous montrer les 5 essais philosophiques qui sont réunis par les éditions de Pékin. J'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Et ce sont des textes qui ont eu une influence relativement importante en France, par exemple sur Althusser, qui a été un penseur marxiste important, justement pendant les années Lacan. Ils ont d'ailleurs eu des rapports. Donc c'est vrai que la Chine, c'était un rêve au moment de la révolution culturelle chinoise, la grande révolution culturelle. Il y a eu là quelque chose qui était extrêmement, comment dirais-je, inspirant pour les jeunes que nous étions, parce que c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est quand même assez rare que le leader d'une révolution, l'homme qui a fondé la Chine contemporaine, qui en était le chef incontesté, dise à un moment donné feu sur le quartier général. C'est quand même assez rare, et je connais peu d'autres exemples de dirigeants qui demandent à la base de se révolter. Et il y en a un autre, c'est Lacan, qui justement fait ça lui aussi, avec son école. Donc c'était très très stimulant dans la pensée de l'époque. Et donc il y a eu cette période où on a cru qu'il y avait là quelque chose de nouveau et de porteur. Et l'analyse d'Eric Clemens, un philosophe qui était encore il y a quelques jours d'ailleurs reçu à Beaubourg, c'est qu'il y a eu en fait 2 révolutions culturelles. On retrouve le 1 se divise en 2. Il y a eu une révolution de palais. C'est celle qui a été en grande partie dénoncée par Simon Leys dans Les habits neufs du président Mao. Mais il y a eu aussi une grande révolte populaire dont l'endroit le plus symbolique était la commune de Shanghai. Et c'est vrai qu'il y a eu là des expériences intéressantes de révolte populaire, d'invention démocratique, etc., qui ont eu lieu. Et ces 2 phénomènes ont coexisté. Donc c'est vrai qu'on a eu à l'époque une vision peut-être un peu utopique, qui a été marquée par un certain nombre d'ouvrages qui sont restés un peu légendaires, comme De la Chine de Matsuyuki, ou Les Chinoises de Kristeva, ou les travaux de Michel Loy. Mais par ailleurs, il y a eu depuis lors, chez les historiens, des analyses assez fouillées de la révolution culturelle, et le phénomène est relativement complexe, avec des aspects très très intéressants du point de vue des inventions démocratiques, notamment à la commune de Shanghai. Merci Michel. Alors nous allons faire une petite pause dans notre débat autour du L'Enspiegel, et pour accueillir notre collègue Luc Garcia. Luc Garcia qui est psychanalyste à Paris. Il va nous faire découvrir une de ses lectures qui nous permettra de mieux nous y repérer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il pourrait devenir demain. Ce livre, c'est Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple, et demain peut-être le monde, du journaliste allemand Kay Streetmeter, qui est paru aux éditions Taillandier. Bonjour Luc Garcia et merci d'être à Studio Lacan. Vous avez choisi
Ce titre donc, de ce livre, Dictature 2.0, je vais donner le titre en entier parce qu'il me paraît important de le rappeler. Quand la Chine surveille son peuple, entre parenthèses, et demain le monde, du journaliste donc Strict Matter. Alors, pourquoi ce choix ? Alors avec ce livre, on suit l'auteur qui est Strict Matter, qui est un journaliste allemand, qui est un fin connaisseur de la Chine, où il a été correspondant à plusieurs reprises, qui démonte rigoureusement les ramifications complexes de la société de surveillance chinoise. La technologie de la surveillance est certes une arme dans la guerre économique, mais elle est plus largement dans une guerre idéologique où les corps parlants doivent être mécanisés, on pourrait dire comme les objets qu'ils fabriquent. Avec ce livre, nous constatons que nous avons favorisé une idéologie de la comptabilisation de la jouissance à mesure que l'on délocalisait la production de téléphones ou de vêtements. Comptage pour comptage, en quelque sorte. L'auteur vient nous dire que nous sommes ainsi partie prenante de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que l'auteur décrit ? Alors d'abord, il s'agit de remarquer que Xi Jinping, avec les cadres du parti, se défendent de reproduire l'exercice du pouvoir de Mao Tse-tung. Selon ces cadres, qui sont cités par l'auteur, Mao se vouait à un culte de la personnalité et il s'agirait désormais d'opérer une rupture. Xi Jinping se considère auteur d'une pensée, dont le contenu est désormais inscrit dans la constitution du pays, comme celle de Mao ou la théorie socialiste de Deng Xiaoping. Il y a quand même un fait nouveau. Le corpus théorique de Xi Jinping dispose d'une application. C'est la plus populaire aujourd'hui en Chine, téléchargée des centaines de millions de fois. Elle permet de gagner des points quand on scrute les discours ou les vidéos du dignitaire. Il existe même un quiz Xi. Les points comptent double selon l'horaire de connexion, le matin très tard ou le soir, le matin très tôt ou le soir très tard. Et ces données sont connectées avec les systèmes de reconnaissance faciale, notamment dans le Xinjiang, région connue pour la répression sanglante des Ouïghours. Des arrestations aujourd'hui sont prononcées à partir des points négatifs obtenus, connectés avec la reconnaissance faciale de millions d'individus, et des données sont recueillies dans ce genre d'application pour smartphone. Donc Xi Jinping se fait un peu le premier terme à partir duquel on comptabilise le comportement de chacun. Alors le Garcia, ce rêve chinois, ce vire au cauchemar, nous concerne. Est-ce que ce livre est fait pour nous faire peur ? Alors en lisant l'auteur, je dirais qu'on prend au sérieux l'exergue de Lacan que Jacques Alain Miller a choisi pour Lacan quotidien. Le maître de demain, c'est dès aujourd'hui qu'il commande. Xi Jinping est obsédé par la perestroïka engagée par Gorbatchev et la chute de l'URSS dans les années 80. Son idée est de vendre une ingénierie du contrôle à des pays qui connaissent des perturbations comme Hong Kong en a connu avant la crise du Covid. Sur le plan économique, la Chine n'est plus en aussi bonne forme pour arroser le monde d'investissements surpuissants et ses outils ralentissent quand même beaucoup la production industrielle qui était son arme absolue. On l'a vu notamment à Shanghai au moment de la mise en place du zéro Covid. Il est possible finalement que le régime chinois, avec une telle débauche technologique, trahisse plus véritablement sa faiblesse que sa force. Le déni du réel sur lequel il s'adosse est peut-être son premier poison. Merci beaucoup Luc. Nous allons maintenant poursuivre notre discussion avec Michel Goede sur la revue, donc sur la partie de la revue L'Unspiegel consacrée à la Chine aujourd'hui et la guerre politique et économique qu'elle mène, par exemple, pour faire passer ces normes techniques internationales avant celles des États-Unis, par exemple, ou encore en investissant dans de nombreux pays, tout spécialement en Afrique, mais au Panama aussi. Et donc, Michel, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à partir des articles qui sont dans Eulenspiegel ? Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Luc Garcia, il y a un papier de 2 chercheurs de l'université de Louvain qui s'appellent Kimberly Rings et Tanguy Streuil, qui parlent notamment de ce système de contrôle qui, alors, est destiné à l'intérieur, mais qui se complète par des actions qui sont en fait des actions de guerre numérique à l'extérieur, avec le coup classique, enfin, ce que nous commençons quand même à percevoir massivement, la diffusion de fausses nouvelles, un jeu psychologique,
toute une action qui passe par les médias sociaux, etc. Donc il y a une véritable stratégie chinoise sur la question de l'information numérique. Ça, c'est tout à fait sûr et hostile, en fait, très hostile. Donc ça développe ce qui est évidemment aujourd'hui aux États-Unis devenu un sujet très très important, qui est: allons-nous vers une guerre entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que ces deux pays sont destinés fondamentalement à s'affronter? Il y a toute une littérature anglo-saxonne sur ce sujet. Il y avait notamment un auteur qui a beaucoup écrit sur la question, qui s'appelle Peter Navarro, qui était conseiller personnel de Trump. Et les militaires américains sont très très conscients du fait que les Chinois s'observent avec la plus grande acuité. Par exemple, au moment où le Capitole a été envahi à la fin du mandat de Trump, après les élections, les militaires américains ont pris sur eux de prévenir les Chinois qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que ça n'allait pas déclencher un conflit majeur. Donc, il y a comme à l'époque de la guerre froide, il y a à la fois on essaye de se tromper et en même temps on s'informe pour que l'autre ne parte pas dans des interprétations abusives qui sont synonymes de danger. Donc il y a effectivement aujourd'hui toute une question qui est: quelles vont être nos relations avec la Chine? Allons-nous être capables de maintenir le partenariat qui a été instauré à partir de Deng Xiaoping, qui est cet homme qui a fait une révolution absolument incroyable après le maoïsme en amenant le système actuel qui est un parti communiste dirigeant une économie complètement capitaliste, et donc qui a fait de la Chine l'atelier de l'Occident, qui a fait de la Chine un partenaire économique majeur? Ou bien allons-nous voir une agressivité, une véritable concurrence militaire s'imposer? C'est vrai que la Chine a fait énormément d'investissements militaires ces dernières années, outre donc cette guerre numérique et les investissements qu'elle fait dans des questions stratégiques. L'article auquel vous faites allusion, l'article sur Panama, est tout à fait extraordinaire. On a vu donc la Chine essayer d'acheter en fait le canal de Panama, c'est-à-dire de tenir le lien entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, qui est évidemment traditionnellement contrôlé par les États-Unis et qui est un enjeu totalement stratégique pour le commerce mondial, aurait été sous domination chinoise. Donc il y a eu évidemment un veto américain considérable, mais le fait que ça ait pu avoir lieu est très très symptomatique. La Chine a également investi énormément en Australie, elle a littéralement essayé de vassaliser l'Australie. Donc il y a aujourd'hui des vraies questions sur le péril jaune du XXIe siècle. Oui, justement, à un moment, vous, dans votre article à vous, vous citez une parole de Deng qui aurait dit au président Carter « Partout où l'Union soviétique met le doigt, nous devons le trancher ». Et dans le même article, vous poursuivez sur les avancées des Chinois qui peut-être selon l'art de la guerre, dominent sans faire la guerre. C'est une question que je vous pose. Qu'en fait, les Chinois ont acheté récemment 154 000 hectares de terres agricoles dans le lac Baïkal et que peut-être ils auraient le projet que la Russie puisse leur vendre la Sibérie. Voilà, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur ce paradoxe. Oui, la Russie a... la plus grande partie de la Russie, les 3/4 de la Russie, c'est la Sibérie. Mais les 3/4 de la population russe se trouvent dans le côté européen. En fait, la Sibérie est une région très 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 peu peuplée. Et par contre, au sud de la Sibérie, la région chinoise est extrêmement peuplée. Donc énormément de Chinois travaillent actuellement en Sibérie. Vladivostok est une ville qui est occupée aujourd'hui pratiquement dans la moitié de la population est chinoise.
Et donc, il y a des géostratèges, notamment anglais, qui pensent que d'ici quelques dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, la Chine sera complètement implantée en Sibérie et envisage même l'idée que la Russie pourrait vendre une partie ou la totalité de la Sibérie à la Chine, comme elle a vendu l'Alaska aux États-Unis il y a 150 ans. Incapables, si vous voulez, de la mettre en valeur eux-mêmes, parce que n'ayant pas une main-d'œuvre et une population suffisante pour le faire. Et c'est vrai que les relations entre la Chine, vous parliez de cette phrase de Deng Xiaoping, les relations entre la Chine et la Russie sont des relations apparemment amicales, mais en même temps extrêmement prudentes et tendues. Les Chinois ont le souvenir du fait que, par exemple, en 1969, Moscou pensait très sérieusement envoyer une bombe nucléaire sur Pékin. Et ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto à cette opération. Les Chinois ont mené une guerre qu'on a oubliée dans les années 70 contre le Vietnam, parce que le Vietnam voulait dominer toute l'Indochine et le Vietnam était allié de l'URSS. Et ça, la Chine l'a vu comme une sorte d'encerclement par la Russie. Donc il y a des relations qui peuvent être très tendues entre la Chine et la Russie. Et aujourd'hui, évidemment, la guerre de la Russie en Ukraine est observée de très près par les politiciens chinois. Bien. Alors, en découvrant votre revue, j'ai été très surprise, très, très étonnée à la lecture d'un très bel article, très poétique, de Richard Miller, qui s'appelle « Nature et architecture », où on apprend que la Chine traditionnelle n'avait pas d'architecte, que c'était des artisans, que c'était des hommes ordinaires qui construisaient les maisons selon ce que leur inspirait la nature. Et on apprend aussi dans cet article qu'il y a aujourd'hui un système de construction complètement occidentalisé. Il y a plusieurs articles qui font référence à ça, du béton partout dans les villes, puisqu'il y a énormément de villes qui sont quasiment entièrement détruites et reconstruites pour des mégapoles. Enfin, par exemple, Wuhan, c'est 50 millions d'habitants, c'est-à-dire presque la France. Oui, il y a des villes dont on n'imagine pas la taille. On n'imagine pas du tout la taille. Et il y a un architecte qui s'appelle Wang Shu, qui lui se propose des constructions avec des matériaux recyclés. Alors, on apprend que son idée, face à cette destruction massive, c'est de récupérer les morceaux de briques, de tuiles, de tous les bâtiments détruits, dont certains ont plus de 1000 ans. Il est extrêmement inventif. Extrêmement Cet architecte, il est très étonnant. Voilà. On peut se demander aussi comment se fait-il qu'un tel génie, qu'une telle invention est possible dans les conditions actuelles de la Chine. Oui, mais c'est parce que la Chine est un continent. c'est pas monolithique. Cela dit, je suis très heureux que cet article vous plaise parce que c'est très typique de la revue, si vous voulez, de ne pas être une revue de géostratégie uniquement faite par des universitaires, etc. Vous l'avez souligné au début, il y a des récits de voyage, il y a des récits récents et des récits anciens, il y a effectivement des textes sur la langue, il y a une sorte de rétrospective des récits d'écrivains qui ont séjourné en Chine, qui ont cru à un moment donné au rêve communiste chinois et qui s'y sont installés, et puis qui ont écrit des journaux. Voilà. Donc il y a, si vous voulez, l'expérience personnelle et l'intérêt pour les artistes, ici pour l'architecte. C'est une des constantes de la revue, c'est de n'être pas que une pensée géostratégique et politique, mais d'essayer de capter l'atmosphère, la diversité, les réalisations artistiques. Alors évidemment pas de manière systématique, mais justement par des petites touches subjectives. Il y a un récit d'une femme qui retrouve des
des réfugiés tibétains au Ladakh, qui raconte tout son périple pour les rejoindre. Il y a, et puis ça entre en contraste avec effectivement des textes comme par exemple la résolution belge du Parlement pour soutenir les Ouïghours. Donc voilà. Peut-être vous pouvez dire un mot de cette... On aborde tous les sujets, mais on ne les aborde pas toujours sous le même angle. Parfois c'est très subjectif, parfois c'est vraiment une pensée structurée, et parfois c'est un carnet de voyage. Voilà. Alors, peut-être, pour revenir sur Wang Shu et puis après ouvrir un peu sur la revue elle-même, ce qui était tout à fait intéressant dans la façon de procéder de Wang Shu, c'est de partir de ce constat que l'histoire s'efface en Chine, disparaît, s'oublie, voire est censurée. Et que, étant forcé de se passer de l'histoire, c'est en passant par le savoir-faire des artisans que quelque chose de leur histoire se retrouve. Ça, je trouvais ça très, très, très riche d'enseignements pour nous-mêmes. Voilà. Oui, la pensée enfin, le système chinois, c'est effectivement un système qui efface la capacité des individus à critiquer. Donc, le Garcia l'a bien montré en ce qui concerne la pensée numérique, le système numérique, mais c'est vrai dans l'enseignement d'une manière terrifiante. Et donc, on a affaire à une pensée qui... Alors c'est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est toujours le parti communiste chinois, mais l'ennemi philosophique de Mao, c'était Confucius. C'était une pensée entièrement anti-confucienne. Le confucianisme étant la pensée du le peuple obéit aux dirigeants. Les fonctionnaires font fonctionner la machine et le peuple travaille et ne pense pas. Voilà. Et en fait, nous sommes revenus tout à fait dans un système confucéen. Et d'ailleurs, les instituts de culture chinoise à l'étranger s'appellent maintenant les instituts Confucius. La pensée officielle chinoise remet en selle le confucianisme que Mao avait essayé de combattre et qui était plus proche, je dirais, d'une pensée taoïste. Et donc, pour revenir à votre question, oui, il faut ruser pour ramener une pensée critique qui s'appuie sur l'histoire de Chine et qui permette de ne pas passer à cette modernité sur laquelle les individus n'ont pas de prise. Donc Wang Shu est un rusé. Oui, je dirais, il a une ruse typiquement chinoise. Dialectique, oui, il me paraît assez symptomatique. Je suis très heureux de l'article, comme vous, de l'article de Richard Millard, parce qu'il me paraît symptomatique, effectivement, de la pensée rusée chinoise, qui ne dit pas les choses de manière directe, mais qui fait des détours. Bien, écoutez, merci Michel Goede. Alors, Eulenspiegel avait traité avant la Chine, l'Israël, la République du Congo, la Russie, les USA, la Grèce, donc la Chine. Et vous pouvez nous annoncer que le prochain numéro sera sur la France. Oui, le prochain numéro sera français. Vous savez, les Français, quand ils parlent des Belges, ils disent « nos amis les Belges ». C'est une phrase rituelle dans les interviews politiques. Alors, ce numéro, ce sera un numéro sur nos amis français. Merci beaucoup pour cet échange, Michel Goede. Nous allons donc passer... Merci à vous de m'avoir invité. Bon. Et donc, peut-être un prochain numéro. Là, nous allons maintenant passer à la rubrique « L'actualité de la psychanalyse » qui est tout à fait dans le thème qu'on vient de traiter avec vous. Bonsoir Jean-Louis Gault. Alors, vous avez voyagé à de nombreuses reprises en Chine. Vous avez étudié le chinois. Pouvez-vous nous dire pourquoi Lacan s'est-il intéressé à la Chine et à quel moment? Alors, à un moment dans son séminaire, Lacan dit je me suis aperçu que peut-être je suis devenu lacanien parce que j'ai fait du chinois autrefois.
Alors, en effet, il a fait du chinois autrefois, dans les années 40, au Langzhou, avec le professeur Demiéville. Il a été même diplômé de Langzhou en 1945. Et puis, plus tard, il a travaillé son chinois à nouveau avec François Cheng. Et avec lui, il a lu les textes fondamentaux de la tradition chinoise, il a expliqué certains poèmes classiques chinois. Alors voilà pour le chinois. Mais alors, quel rapport avec la psychanalyse? Et en particulier, comment entendre l'adjectif lacanien lorsque Lacan l'utilise pour lui-même? Vous voulez? Oui, si vous pouviez nous dire un petit peu, au fond, quel est cet usage de l'écriture chinoise, ça lui apprend quoi? Voilà. Alors, lacanien, ça doit se saisir dans le rapport à Freud. Et Lacan est celui qui a restauré la découverte freudienne dans ses droits. Il est parti d'une idée très simple, que l'expérience analytique, c'est une expérience de parole, que l'inconscient, ce sont les effets du langage sur le corps, et que donc il a pensé l'expérience analytique à partir du champ du langage et de la fonction de la parole. Mais il a ajouté immédiatement quelque chose, ceci, dans le langage, il n'y a pas que la parole, il y a l'écriture. Il y a plus exactement l'instance de l'écriture. Alors la question qui se pose, c'est mais où est-ce qu'on trouve l'écriture dans l'expérience analytique? Puisqu'on n'écrit pas. Eh bien l'écriture, elle se situe au niveau du symptôme. Parce que le symptôme est écriture. Et Lacan le mentionne d'emblée. Le symptôme est écriture, le symptôme écrit le symbole en lettres de souffrance dans la chair du sujet. Eh bien, de la même manière qu'une écriture, ça consiste à porter sur un support une marque, une trace, c'est ce que l'on fait quand on prend un stylo et on écrit sur une feuille de papier. Eh bien, il se passe exactement la même chose au niveau du par-lettre, du sujet qui parle, qui trouve cette écriture en lui sous la forme de ce symptôme. Alors, et l'écriture chinoise, alors qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, elle doit être pensée par rapport à l'écriture alphabétique. L'écriture alphabétique, c'est quelque chose d'assez simple, une vingtaine de lettres, 20, 30, 40, et on écrit tous les mots de la langue à partir de la base phonétique. Bon, le chinois, c'est un procédé tout à fait différent. Le chinois, c'est une langue qui se laisse décomposer en unités syllabiques. À chaque syllabe, il y a une écriture, qu'on appelle un caractère d'écriture. En chinois, hanzi. Ce caractère d'écriture, il a une unité phonologique, il se prononce d'une certaine manière, il a une unité sémantique, il a un certain sens, et il a une unité graphique, puisqu'il est porté sur la surface d'un petit carré. Ces hanzi, ces caractères écrits, sont écrits avec des traits. Des traits horizontaux, verticaux, etc. Le plus simple, c'est le trait horizontal pour 1. Ensuite, vous avez deux traits horizontaux, 3 traits horizontaux, 4, ça devient compliqué. Il en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, il y a dans l'écriture, le procédé de l'écriture chinoise, il y a des caractères qui sont simples, qu'on utilise simplement, et il y a, c'est un petit nombre, ils sont de 200 et quelques. Et puis il y a des caractères complexes, qui sont écrits avec ces caractères simples. C'est-à-dire qu'un caractère complexe contient 1, 2, 3 caractères simples. Vous voyez que rassemblés dans un petit carré, vous avez là toutes sortes d'éléments qui sont susceptibles d'aller dans des directions très différentes. Je donnerai éventuellement un exemple de emprunté à la poésie chinoise que Lacan a commenté avec Cheng. Vous verrez, c'est très amusant. Vous pouvez nous dire ça. Je peux le dire. Voilà. À partir de la rencontre avec François Cheng dans les années 70, voilà. Lacan retourne vers le chinois
avec l'appui et l'aide de François Cheng, devenu académicien C'est ça, depuis. grand poète. Et au fond, qu'est-ce qu'il cherche dans cette rencontre-là? Cheng avait déjà un rapport à la poésie. Donc, qu'est-ce qu'il met au travail? Voilà. Lacan n'a jamais abandonné le chinois. Régulièrement, quand vous lisez ses séminaires, il fait mention du chinois. Il dit, vous savez, c'est très très amusant. Et puis on le voit qu'il continue à bricoler ses caractères chinois. Alors l'avantage, il faut que je dise ça très rapidement, l'avantage de l'atout, disons, de l'écriture chinoise par rapport à l'écriture alphabétique selon Lacan, et ça, il le remarque dès 1957, dès l'instance de la lettre, c'est que l'écriture alphabétique, elle a cet inconvénient, c'est de tout aplatir, puisque vous avez une ligne d'écriture. Voilà. Alors que fondamentalement, une chaîne parlée, elle s'inscrit toujours sur plusieurs voies. C'est ce qu'exploite le poète, c'est ce qu'exploite le psychanalyste. La polyphonie. Exactement, quand il interprète. Il fait jouer, si vous voulez, un élément prélevé dans une chaîne, il le fait jouer, il le fait résonner sur une autre chaîne, et il y a comme ça 4, 5, 6 chaînes. Allez, un exemple. Par exemple, un mot qui se prononce de. Si vous faites appel à l'écriture, vous avez la possibilité de l'écrire de, D-E-U-X, ou de, D-E-U-X. Et vous avez là, vous faites résonner une autre chaîne. Voilà fondamentalement ce qui a intéressé Lacan dans l'écriture chinoise. Mais alors tout spécialement dans le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant. Dans ce séminaire-là, oui. Lacan s'est plus spécialement attardé sur la question de l'écriture chinoise. Qu'est-ce qu'il cherchait dans ce séminaire-là, à ce moment-là? Alors, quand il a commencé à fréquenter Cheng, à commenter avec lui des poèmes chinois, à relire des textes fondamentaux, il est toujours préoccupé par la question de l'écriture. Dès le début, il inscrit l'instance de l'écriture, et ça le poursuit jusqu'à la fin. Et comme vous l'avez noté, l'écriture, elle est présente dans l'expérience du par-l'être sous la forme du symptôme. Et Lacan va maintenir cette exigence jusqu'à la fin, le symptôme comme écriture. Et dans le séminaire 18, il explore à partir du chinois et du japonais, il se met à apprendre le japonais dans les années 70. Il se sert à la fois du chinois et du japonais pour élucider la véritable nature de l'écrit. Et si vous revenez à la question du symptôme, ce n'est pas dans le séminaire 18 que ça se note, mais ça vient après, eh bien, il a ceci que dans le symptôme, il y a un élément, évidemment, le symptôme est parlé, c'est comme ça qu'il apparaît dans l'expérience analytique. Il y a un niveau du symptôme qui est interprété au niveau de la parole, mais il y a un niveau du symptôme qui est de l'ordre de l'écriture et qui n'est pas interprété au niveau de la parole. Pour cela, il faut qu'il soit lu. Et pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit écrit. Et donc, il s'agit de faire apparaître par le recours à l'écriture, ce qu'est le symptôme. D'où l'usage que Lacan va faire de l'écriture pour cerner le symptôme en tant que, justement, qu'il n'est pas interprétable, qu'il est résiduel. Et c'est ça que trouve Lacan quand il se tourne vers l'écriture, c'est que c'est un élément, le signifiant, il apparaît dans le symbolique, mais la lettre, elle apparaît, elle, dans le réel. La lettre apparaît comme le résidu de l'opération symbolique. Et au point que Lacan peut dire, la lettre est l'os dont le langage est la chair. Donc tout ça nous amènera au séminaire 23 avec le symptôme, justement. C'est la préparation qui va nous amener jusque-là. Absolument.
C'est fantastique, c'est vraiment passionnant tout ce débat. Ce lien donc de l'écriture et de la chair. Exactement. De la lettre et de la chair. Merci. Mais voilà, malheureusement, nous allons devoir en rester là, Catherine. Pour aujourd'hui. Merci donc pour cette émission passionnante. Merci à Michel, merci à Jean-Louis et à Luc. Et donc, nous vous invitons samedi prochain pour une prochaine émission de Studio Lacan. Avec plaisir. Au revoir. Mm.